Cette semaine à JE, Marcel Pontbriand et l'exorcisme. Il mettait les mains sur elle, puis il nous a demandé d'y tenir les pieds pour la garder en place. Puis elle était venue raide comme une barre de fer. Marcel Pontbriand, l'investisseur. De véhiculer qui détenait le contrôle de la compagnie. Ça n'a jamais été le cas, puis il s'est jamais rendu là. Marcel Pontbriand, le guérisseur. Il a mentionné à ma mère que dans les 2 semaines qui allaient suivre, mon père allait sortir de l'hôpital, que le médecin ne comprendront rien. Pontbriand, bonjour. Bonjour. Bienvenue à JE. Merci. Oui. Ça va bien? On va essayer d'éclaircir les choses. Marcel Pontbriand, celui que plusieurs personnes considèrent comme un gourou et que davantage encore accusent de leur avoir extorqué de l'argent, vit aux États-Unis depuis 2007. L'homme s'est réfugié en Arizona parce qu'il dit craindre la mafia. En novembre, JE s'y est rendu pour retrouver sa trace et celle de la quarantaine de Québécois qui l'ont suivi. Ils avaient quitté la région de Tucson, où ils ont vécu pendant un certain temps. Marcel Pontbriand a toujours refusé de s'expliquer à la caméra et cette semaine, il accepte enfin de parler dans une entrevue exclusive accordée à JE. Marcel Pontbriand a exigé que le lieu de l'entrevue demeure secret. L'ancien homme d'affaires s'explique sur l'ensemble des questions qui le concernent dans une entrevue tendue par moments, comme vous allez le constater. Alors, on est ici avec Marcel Pontbriand. Monsieur Pontbriand, bienvenue à JE. Bonjour. Monsieur Pontbriand, il y a beaucoup de questions qui vous concernent. On va commencer par régler peut-être la plus controversée. Beaucoup de gens disent de vous que vous êtes un gourou. Est-ce que vous vous considérez comme un gourou? J'ai jamais été gourou et je ne serai jamais gourou. Jamais. Quand on parle aux gens qui vous connaissent, qui vous ont côtoyé pendant longtemps, beaucoup parlent de votre spiritualité. J'aimerais ça que vous nous expliquiez c'est quoi la spiritualité selon Marcel Pontbriand. C'est dur à définir parce que c'est large, une spiritualité. Hein? J'ai peut-être une philosophie différente, ça je l'admets, mais je suis pas différent de personne. Là. C'est quoi qui est différent? C'est quoi vous prêchez, entre guillemets? Là. Je pas le terme, rien. là. Je prêche absolument rien. Mais votre spiritualité, c'est quoi? Ma spiritualité, c'est de répondre aux questions quand tu te fais poser une question. C'est ça, ma spiritualité. Moi. Mais quand les gens disent, par exemple, Marcel Pontbriand parle de l'importance dans la vie d'accentuer sur le positif, d'éliminer tout ce qui est négatif dans notre vie. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie, je ferais ça. Un. Deuxièmement, j'ai toujours dit que le monde, il y a du bon monde puis du mauvais monde sur la Terre, comme tout le monde. Donc, il y a du bien puis il y a du mal aussi. Mais, non. Vous savez jamais, je reviens à l'expression que vous n'aimez pas, mais prêcher, de mettre l'accent sur le positif dans la vie plutôt le négatif? non, j'essaie d'être un homme positif pour essayer de réussir les choses que je dois entreprendre. Mais, non, pas plus qu'un autre. Donc, quand puis les pas gens moins nous disent, qu'un par autre. exemple, et ça, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit à moi-même, M. Pontbriand, Marcel nous disait, écoute, là, ça c'est négatif, oubliez le négatif, Jamais pensez de au vie. positif dans votre vie. Jamais de vie, ça serait de contrôler quelqu'un, puis je ferais jamais ça. Jamais que je contrôlerai une personne. Jamais. Contrairement à ce que les médias ont dit de ma part, jamais je ferais ça. Donc, tout ce qui est spiritualité, tout ça, vous niez le fait que, par exemple, vous avez fait la promotion d'idées ou Non. d'une forme de spiritualité Je quelconque. le nie totalement. Totalement. Donc, tous les gens qui nous disent ça, C'est de la ils mentent. foutaise. C'est de la foutaise. OK. C'est de la foutaise. On a dit que vous étiez aussi un guérisseur. Et même quand vous étiez à Belleuil, Non, les gens non. faisaient la file pour aller vous voir parce que vous avez des talents de guérisseur. Moi, plusieurs personnes m'ont dit, Marcel, je l'ai vu guérir des gens. moi. Ça, les gens m'ont raconté ça. Ce que le monde dise, de ma part à moi, là, je peux pas contrôler une personne à dire ou à ne pas dire des choses. Moi, personnellement, jamais dans ma vie, je suis rendu à 53 ans, et j'ai jamais dit que j'étais un guérisseur et je ne dirai jamais une histoire de même. Marcel était tout seul avec mon père dans la chambre semi-privée des soins intensifs. Puis, par la suite, mon père nous a raconté que ses mains étaient tellement chaudes qu'il allait demander de les retirer. David Hinkel ne cautionne pas le comportement de Pontbriand, mais l'homme d'affaires affirme qu'il a sauvé son père gravement malade et à qui les médecins ne donnaient que 2 semaines à vivre. Il a mentionné à ma mère que dans les 2 semaines qui allaient suivre, mon père allait sortir de l'hôpital, que le médecin ne comprendront rien. Le Collège des médecins vous a quand même condamné à une amende. C'était quoi? C'était Oui. 600 $ en 1995 Oui. pour pratique illégale de la médecine. Oui, parce qu'il y a un monsieur qui avait besoin que je l'écoute, je crois bien, là, je sais pas trop. Là. Il m'a appelé,
Puis malheureusement, j'ai dit, ben, venez une telle heure, une tel jour. Compte tenu que tu donnes un rendez-vous une telle heure, une tel jour, ça a passé comme une histoire que j'étais dans le domaine de la santé, si on veut. Là. Donc, mon avocate m'avait suggéré de plaider coupable et de payer 100 pièces d'amende, que c'était moins dispendieux dans ce temps-là, que de se battre contre une grosse machine comme Le Collège des médecins. le Collège de médecine. Une dame nous a raconté que vous lui avez fait l'imposition des mains pour la guérir. Ben, si elle, ça lui faisait du bien, oui. C'est possible. C'est possible. Je me rappelle pas tout en détail de toutes ces choses-là. Là. Mais si ça y a fait du bien, c'est possible. Donc, vous admettez que vous faisiez ce genre de choses-là, quand même. Non, je n'admets pas ça. C'est pas ça que je dis. Si la madame, ça lui faisait du bien, ça m'a demandé de mettre la main sur son épaule, l'exemple. Ben, regarde, ça lui fait du bien, ça lui fait du bien, c'est tout. Ça vient de Non, non, il s'éteindre. nous racontait, par exemple, que pour la traiter, vous lui faisiez l'imposition des mains. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment ou pas du tout? Pas du tout. Quand vous l'avez rencontré, je veux que vous me montriez, faites-moi comme ce que lui faisait quand vous faisiez l'imposition des mains. Comment ça se passait? Comment il procédait? Ben, il mettait ses deux mains comme Comme ça? ça, là, puis il allait jusque-là. Puis il restait combien de Il temps? restait quelques secondes. Est-ce que vous sentiez quelque chose quand il était comme Absolument rien. ça? Vous avez rien senti? Non, jamais rien. Donc, les gens qui nous disent Marcel Pontbriand, c'était aussi un guérisseur. Et encore une fois, je vous le dis, plusieurs personnes ont dit ça. Ces gens-là mentent aussi. Non, c'est pas ça que je dis. Loin de là. C'est pas ça que je dis. Vous interprétez à votre façon. OK, qu'est-ce que vous dites donc de façon... Et je vais donner un exemple qui est plus plausible. OK. Il y a une personne qui vient dans mon bureau à un moment donné, puis tout ce qu'il a dans la tête, c'est de tuer sa fille. Parce qu'il vient d'apprendre qu'elle vient de se faire avorter. Il vient vous voir pour ça. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben moi, j'ai allé tranquilliser, à y parler, puis ils vont échanger des choses. Elle dit, ben regarde, ça te donne quoi de faire ça, là? Finalement, il sort du bureau, ben Marcel m'a guéri parce que j'ai plus cette idée-là. C'est lui qui dit ça, c'est pas moi, là. Mais partant, dans les médias, c'est bien ce que les médias disent, que Donc, vous le êtes monde victime de dise. l'interprétation que les gens font des actes que vous posez. Oui, parce que moi, j'ai jamais dit que j'étais un guérisseur et je ne dirai jamais une histoire de même. Parlons Jamais. des exorcistes. Encore une fois, plusieurs personnes Là, je vous arrête. témoignent. Je vous arrête tout de suite. Parce que mes avocats sont en plein pour les allégations de gourous, d'exorcistes, de sectes, de suicides. Et de l'histoire du 21 décembre, Fin du monde. l'histoire de la fin du monde qui a été dit dans les médias, mes avocats sont en place pour faire des poursuites aux allégations de ça. On va en parler dans un instant de l'histoire de la fin du monde. Juste régler la question des exorcismes. C'est ça que je dis. On a au moins 2 témoignages de gens qui, publiquement, ont raconté que vous aviez fait des exorcismes. Oui, Un pratiqué sur votre ex-femme. oui, Et j'ai une femme qui me l'a dit à moi, qui était témoin de là, était là. Elle me raconte, je l'ai vue. oui, OK. Donc, cette femme-là, vous me dites que c'est Ben, fabuleux? d'un, c'est à mon ex-femme que vous dites? J'aimerais ça que mon ex-femme vienne témoigner de ça. Parce que jamais de ma vie, j'ai exorcisé mon ex-femme. Elle était assise sur une chaise, puis elle était bien tranquille. Puis à un moment donné, elle est venue tout croche, elle en bavait, là, quasiment comme dans le film de L'Exorciste. l'Exorciste. Et qu'est-ce qu'il a Puis, fait, lui? après ça, ben là, il mettait les mains sur elle, puis il nous a demandé d'y tenir les pieds pour la garder en place. Puis elle était venue raide comme une barre de fer. Elle était plus assise sur la chaise, elle était rendue Puis il l'a ramenée? raide. Puis il l'a ramenée. Avez-vous exorcisé d'autres personnes? Non plus. Cette dame qui raconte, par exemple, que quand elle était adolescente, vous étiez allé avec 12 autres Non personnes plus. chez Non, elle non, pour non, l'exorciser pendant 4 heures. Non, non. Vous avez J'ai aspergé été- d'eau Non, bénite, non, toutes non. ces histoires-là. Non, aucunement. Première des choses, là, je ne crée pas à ça. Je crée à ça comme tout le monde qui a vu dans les films. Mais la madame que vous parlez, là, je connais son père, et c'est son père réel. Je n'aimerais pas son deuxième nom. Et c'est son père réel qui a exorcisé. Moi, j'ai été voir ça. Mais j'ai pas exorcisé. C'est son père. Donc, vous Qui n'avez s'appelle- jamais fait un exorcisme de votre vie. Non. Les gens qui affirment ça mentent. Non, je ne l'ai pas fait. Tu me feras pas dire oui, je ne l'ai pas fait. Je sais même pas c'est quoi. À part que dans les films. Après la pause, à JE. Vous affirmez Comment ça? fermement que le groupe de Québécois qui est là-bas, vous avez des contacts, mais vous les voyez pas, Non. vous les fréquentez pas. Non. Qu'est-ce qui retient là-bas, ces gens-là? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Puis je peux pas répondre à leur place.
Je ne sais pas. Marcel Pombriand réfute les allégations qu'il agit comme un gourou et refuse surtout l'étiquette. Par contre, une quarantaine de Québécois, dont des enfants, l'ont suivi quand il a quitté le Québec pour l'Ouest américain. Les craintes d'un suicide collectif le 21 novembre dernier ont même poussé la DPJ à lancer des mandats pour récupérer les enfants et les rapatrier au Québec, ce qui a éventuellement été fait. Pour ce qui est des adultes, ces gens ont pour la plupart rompu tout lien avec leur famille pour le suivre. Pombriand affirme, lui, de son côté, qu'il a pris aussi ses distances avec eux. Dans les allégations de gourou, évidemment, ce qui alimente ça, ce sont les gens qui vous ont suivi. Quand vous êtes parti aux États-Unis, il y a quoi, 30 à 40 personnes du Québec? Je m'excuse. Quand j'ai parti du Québec pour m'emmener aux États-Unis, mais je t'ai emmené tout seul. Mais il y a des gens qui sont regroupés quand même autour de vous en Arizona. Je ne suis pas responsable de ça. Je ne dis pas que vous êtes responsable. Le fait est que les gens étaient autour de vous. Oui. Il y a des gens qui ont monté aux États-Unis, oui. Si on prend Mathieu Lamontagne, exemple. Oui, il est monté aux États-Unis. Michel Soulier est monté aux États-Unis aussi. Mais rien de plus. J'ai jamais demandé à personne de me suivre. Pourquoi j'aurais demandé ça? Je me sauvais de la mafia. Pourquoi j'aurais fait ça? Comment vous expliquez que ces gens-là, ça va frapper les gens, comment vous expliquez que ces gens-là aient coupé tout lien avec leur famille, M. Pombriand? J'ai aucune idée. C'est pas normal comme situation. On s'entend qu'autant de gens coupent autant de liens avec leur famille. Et le seul lien qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont des gens qui croient en Marcel Pombriand. Oui. Un instant, monsieur. Là. Ça fait minimum 3 ans, 4 ans que j'ai pas vu ce monde-là. Là. Contrairement à tout ce qui était dit dans les médias. Là. Au Circle Saloon, des clients comme cette femme reconnaissent la photo que nous leur montrons. You seen him around here? I think I have. Yes, I do. Il y a 2 ans, Pombriand et son groupe disparaissent mystérieusement du camping où ils vivaient. We call them gypsies. On les appelait les gypsies, dit cette vieille femme qui vit ici depuis 6 ans. Was there a lot of kids with them? Not a lot. A few kids, but not a lot. Ils vivaient en bande, il y avait même quelques enfants avec eux. Quand nous, on est allés en Arizona, on a parlé avec les voisins. Les voisins vous ont vu là, dans les 2 dernières années. Un instant, là, il y a un voisin qui t'a interrogé, que j'ai vu à la TV, là, parce que j'ai suivi tout le déblatérage sur mon dos, là, que ça faisait minimum 2 ans qu'il ne m'avait pas vu. Okay? Donc, vous me dites 3 à 4 ans, là? Minimum. Entre 3 et 4 ans, oui. Parce que les 2 ans que je suis installé ailleurs, j'ai pas été là. Et les 2 ans auparavant, j'ai voyagé un peu partout. Donc, vous prétendez que ces gens-là, le groupe de Québécois qui s'est installé en Arizona à l'époque, vous n'avez plus aucun contact avec ça? J'ai pas dit que j'avais pas de contact, là. Que vous ne vivez pas avec eux? Je ne les ai pas vus. De temps en temps, je les appelle, on s'appelle, une fois par 2, 3, 4, 5 mois même. Ces gens-là vivent en groupe quand même. J'ai aucune idée. Je suis pas brillant quand même. Non. J'ai plusieurs personnes qui me confirment, moi. Ah ben, ça, regarde. Ils sont allés. Puis mieux que ça, M. Pombriand, on a une image qui a été prise par satellite sur Google Maps, où on voit qu'il y a à peu près 30 personnes qui vivent à la maison mobile que vous avez achetée pour Mathieu Lamontagne, au coin de Hanway et Moore. Quand on regarde l'image, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui vivent là. Oui, c'est possible, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a une maison, puis je savais qu'il y avait une maison, une roulotte. C'est vous qui avez acheté la maison mobile à Mathieu Lamontagne. Si vous m'écoutez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a une roulotte avec la maison mobile. Ça, je suis tout au courant de ça. Mais à savoir combien de personnes qui vivent là, je ne sais pas. Il y a du monde qui me l'envoie, j'allais là une journée, 2 jours, 3 jours, puis je repartais de là. Mais le nombre de personnes qui vivent là, j'ai aucune idée. Je sais, par contre, très bien, puis avec preuve à l'appui, il y a du monde en Californie, il y a du monde ailleurs, qui sont pas toutes là. Ça, je sais ça. Ça va en l'encontre des témoignages de gens qui sont allés là-bas, qui nous ont raconté comment ça se passait et qui étaient là. Oui. Encore, eux mentent, M. Pombriand? Pardon? Eux, ils mentent aussi. J'ai pas dit que c'est tous des menteurs. Tu essaies de me faire dire ça, là. C'est ça que tu essaies de faire. Non, je pose la question. Non, je dirais jamais que c'est des menteurs, puis je dirais jamais qu'ils comptent pas la vérité. Je sais pas ce qu'ils disent quand ils sont là. Je ne suis pas là. Je peux pas répondre là-dessus. Donc, vous affirmez fermement que le groupe de Québécois qui est là-bas, vous avez des contacts, mais vous les voyez pas, non. Vous les fréquentez pas. Non. Qu'est-ce qui retient là-bas, ces gens-là? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée.
Puis je peux pas répondre à leur place. Je ne sais pas. La question de la DPJ. Il y a 12 enfants qui sont revenus au Canada. Ces gens-là, toujours les Québécois, ont envoyé leurs enfants avec 2 adultes. OK. Comment vous expliquez que des parents laissent leurs enfants partir sans les accompagner? Encore une fois, je ne peux pas répondre pour les parents, je les vois pas. Mais par contre, Victor Poiré m'a appelé pour me dire qu'il avait pris cette décision-là. Parce que j'ai 2 enfants. Compte tenu que j'avais 2 enfants et qu'il y avait un mandat sur 14 enfants, mes 2 enfants étaient là-dedans. Puis c'est pourquoi j'enverrais mes enfants au Québec. Je suis en allé du Québec par rapport à la mafia, par rapport aux menaces que j'ai eues pour protéger mes enfants. M'a retourné ça là, moi? Non. Oublie-moi. La question de la DPJ... Mais est-ce que vous trouvez normal que les parents préfèrent rester en Arizona ou ailleurs, aux États-Unis, plutôt que de suivre leurs enfants? Je peux pas répondre à deux places. C'est tous des gens qui sont proches de vous, M. Pombriand, quand même. Non, ça fait 3-4 ans que je n'ai pas vu. Je peux pas te répondre à ça. C'est des gens qui ont gravité autour de vous pendant des années. Ne faites pas nous dire que vous les connaissez pas ou que vous ne savez pas leur motivation. C'est pareil comme si tu me demanderais de donner leur raison à eux autres que j'ignore. J'ai aucune idée. Pourquoi tu me demandes ça à moi? Je sais pas, moi. On fait une pause et un autre retour avec cette entrevue exclusive avec Marcel Pombriand. La semaine prochaine, Twitter, le nouveau terrain de jeu des adeptes de pornographie juvénile. Les photos sont tellement explicites, je comprends pas pourquoi Twitter accepte ça. La semaine prochaine, à JE. On est de retour avec Marcel Pombriand. Monsieur Pombriand, il y a beaucoup de gens et de familles qui vous accusent d'avoir plumé littéralement leurs proches en leur extorquant de l'argent. Et on en a entendu plusieurs au cours des dernières semaines s'exprimer sur cette question-là. Ça en est terrible de voir ça aller. Continue. Vous êtes arrivé avec, entre autres, quand on s'est rencontrés pour préparer l'entrevue, vous nous avez montré une pile de documents. Et dans ces documents-là, il y a beaucoup de documents qui prouvent notamment des factures, des retours de factures. Vous, votre prétention, c'est que ces gens-là, je pense par exemple, il y a des gens comme Michel Soulière, M. Soulière, qui était un homme d'affaires assez aisé, et donc sa famille prétend que M. Soulière a perdu plusieurs centaines de milliers de dollars. Il y a aussi la famille donc les Bilodeau, évidemment, M. Bilodeau, à qui on a parlé. Lui nous a raconté que vous lui avez fait sortir l'argent de l'héritage de sa famille et que vous avez pris cet argent-là. Vous vous souvenez de ça? J'ai peut-être une réponse à vous. Il y a M. Lamontagne aussi, qui est une autre personne dont sa famille dit que vous lui avez pris l'argent. C'est très intéressant. Et pour chacun, vous avez avec des documents, des preuves qui semblent montrer que vous avez remboursé ces gens-là. Votre prétention, c'est que, par exemple, dans le cas de M. Soulière, vous dites, c'est pas moi qui l'ai fait dépenser l'argent, c'est pas moi qui l'ai fait investir, notamment dans le Newtek dont on va parler dans quelques minutes. Moi, Michel Soulière m'a envoyé son dossier la semaine passée parce qu'on avait pris entente de faire une entrevue. On est d'accord là-dessus. Et à partir de là, il m'a envoyé son dossier parce que j'ai jamais eu connaissance, tout au long de ma carrière de transport ou d'homme d'affaires, que Michel Soulière a envoyé 500 000 dans mes bureaux. J'ai jamais eu connaissance de ça. Donc, ça m'intriguait. J'ai demandé à Michel de m'envoyer les documents nécessaires de son dossier. S'il était d'accord là-dessus, il dit oui. C'est le dossier que je vous ai remis, d'ailleurs. On voit que, par exemple, M. Soulière investit dans différentes compagnies. La NCA et tout, et un peu partout. Bon. Moi, j'ai eu connaissance qu'il a passé 40 000 dans les bureaux pour acheter des actions Newtek. Et moi... Donc, on va parler que cette compagnie Newtek a développé un frein dans lequel vous avez été très actif. C'est ça. Et par la bande, moi, j'ai fait un chèque de 50 000 que j'ai prêté. Fait donc, en réalité... La marge est loin de 500 000. Là. M. Bilodeau, le 130 000, la famille, il nous a raconté sur les ondes de TVA qu'il avait dit « Laisse pas l'argent en banque parce que quand ton père va mourir, le gouvernement va le prendre de nous là. » Puis on n'a jamais revu cet argent-là. Je vous ai remis hier 135 000 en chèque que M. Bilodeau, le chèque recto verso, comme de quoi qu'il a encaissé. Donc, votre prétention, c'est que vous avez remboursé cet argent-là, vous? Ben, pourquoi j'aurais donné 135 000 à Yvan Bilodeau, moi? Pourquoi j'aurais donné ça, moi? Pourquoi qu'il vous a pas dit ça? Vous êtes-vous capable de me dire que M. Bilodeau n'a pas compté des menteries? Mais
Pourquoi qu'il ne voulait pas confirmer, lui, qu'il l'a encaissé dans son compte? Vous l'avez, la preuve, là? Je comprends pas. Une question quand même, que je trouve... Quand on regarde tous ces gens-là, la famille Bilodeau, la famille Soulière, c'est des gens qui avaient un peu d'argent. Tous ces gens-là ont une scène maintenant. Ça, je sais Les gens pas. qui Moi, je gravitaient connais pas. les gens qui gravitaient autour de vous, M. Pontbriand, Je connais pas ont le compte plus de d'argent banque. maintenant. Je connais pas le compte de banque. La vérité, vous le savez comme moi, là, les gens qui gravitaient autour de vous n'ont plus d'argent. Et vous, à ce que je sache, votre situation financière semble quand même pas trop mal encore. Vous êtes sûr de ce que vous avez? Ce que vous dites là? M. Soulière, en ce qu'on sache, il n'y a pas beaucoup d'argent non plus. M. Bilodeau est en difficulté financière. Est-ce que vous avez fait des recherches sur M. Soulière? C'est ce qu'il nous a dit quand on lui a parlé au téléphone. Bien, ça restera prouvé. Ça restera prouvé. M. Bilodeau n'a plus d'argent non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il en avait avant? Est-ce qu'il en avait avant? Parce que le 135 000 de l'héritage, il l'a bien reçu. Pourquoi que ça aurait dérangé sa vie? Je comprends pas. Vous lui demandé pas. de sortir l'argent et de l'investir vous-même. C'est lui qui m'avait dit, mais là, que mon père meurt, les comptes vont geler 6 mois, fait que j'aimerais bien mieux la placer. Bien, je peux t'aider. Il nous a dit, regarde, Yvan, si tu laisses ça là, le gouvernement, mec, il meurt, le gouvernement va tout la manger. Faut là que tu te débattes avec ça. L'argent a disparu et une bonne partie de sa famille ne lui pardonne pas. C'est bullshit tout le temps, bullshit par-dessus bullshit. Est-ce qu'on pourrait penser que ces gens-là, comme vous avez beaucoup d'influence, que vous avez beaucoup de charisme aussi pour convaincre les gens, ça tout le monde le dit, hein? Je pense que tout le monde le dit, que Marcel Pontbriand est un gars qui a du charisme, qui est extrêmement convaincant, que ces gens-là se laissent facilement convaincre par vous? C'est facile à convaincre quand que la personne a dit qu'elle n'a pas reçu l'argent d'héritage, puis finalement elle l'a reçu. Hein? Fait que tu peux dire n'importe quoi après. Pourquoi dans votre émission de JE, là, M. Bilodeau, il n'a pas dit qu'il avait reçu le 135 000? Pourquoi qu'il l'a pas dit, lui? Je l'accuse pas, mais il aurait pu me mettre la vérité sur la table directement là. La question reste quand même là, M. Pontbriand, puis je trouve que quand même frappante, c'est que les gens qui sont dans le groupe de Québécois, vos disciples, comme on les appelle, là, Disciples, ces gens-là n'ont pas d'argent, pour la plupart. Je m'excuse, mais j'ai aucun disciple. Non. Ça, c'est une allégation que vous venez de me faire là. J'ai aucun disciple et j'en aurai jamais. La première des choses, c'est des parents qui sont ici, en Arizona ou peu importe. Là. Éliminer ce monde-là, là, à part que les chicanes de famille qu'il y a entre eux autres, là, que je n'ai même pas d'affaires là-dedans, moi. Finalement, c'est quoi le problème? Puis c'est vous qui êtes victime dans tout ça, je comprends bien. Soit les gens médisent sur vous, soit les gens n'ont pas dit la vérité, puis vous êtes victime de ça? Non, regarde. Ça paraît pas gros un peu quand même. Non, pas vraiment, parce que de première des choses, t'as pas mon vécu, t'as pas mon suivi, puis t'as pas la moitié des documents de ce que j'aurais dû te donner. Peut-être que t'aurais compris un peu plus. Puis même si j'étais victime, là, à venir jusqu'à date, je me pense qu'il n'y a pas personne qui m'a entendu me plaindre. La première des choses. Et la deuxième des choses, même si j'étais victime, ça ne serait pas une campagne de salissage que je ferais sur une personne. Ça, c'est sûr. À la suite des déclarations de Marcel Pontbriand, nous avons contacté Yvan Bilodeau et sa femme Ginette, qui affirment n'avoir jamais reçu ni encaissé les chèques de M. Pontbriand. Joignez la grande famille de JE sur Facebook. C'est simple. Vous n'êtes qu'à un clic de faire partie de l'équipe. Faites le J.E. sur la page Facebook. On vous y attend dès maintenant. JE sur Facebook, pour vous. Le temps file, j'aimerais ça qu'on parle de NewTek maintenant. NewTek, c'est cette compagnie de nouvelles technologies qui, au début des années 2000, avait un projet de frein révolutionnaire qui promettait beaucoup. Ça ne s'est jamais matérialisé. La compagnie, éventuellement, a fait faillite. Vous avez été actif, dit-on, dans NewTek. Comment vous définiriez votre rôle dans NewTek, vous, M. Pontbriand? Un actionnaire de plus haut rang, peut-être. Êtes-vous un actionnaire important à votre... D'après moi, oui. Cette affirmation qu'il était proche des dirigeants de NewTek et qu'il en était un gros joueur a convaincu beaucoup d'investisseurs de lui faire confiance. Ces personnes, souvent des gens avec peu de moyens, ont acheté des actions de Marcel Pontbriand. Des investisseurs comme Pierre, un homme qui désire garder l'anonymat. Il a acheté de Pontbriand des actions pour une valeur de 300 000 $. Au total, c'est 300 000 dans NewTek qui a été Donc, investi. vous avez investi 300 000 $.
dans Newtek. Oui. Vous présentez ça comment quand tu vends les actions, lui? Il nous présente ça comme une compagnie qui était sous développement, là, qui était déjà faite, qui était acquis, que le produit était pour sortir, puis les prochaines nouvelles s'en viennent, puis ça va faire une explosion, là. Pour la première fois depuis la faillite de Newtek, un des frères Rancourt qui ont créé la compagnie parle publiquement. Et le portrait que Jacques Rancourt trace de Marcel Pontbriand et de son implication dans l'entreprise diffère grandement de l'image que l'homme d'affaires réfugié aux États-Unis a toujours véhiculée. Il faut bien comprendre que Marcel Pontbriand n'a jamais détenu plus d'informations que les autres actionnaires, là. Il n'y avait pas d'informations privilégiées. Je sais que pour avoir des échos, il se complaisait à dire que lui était très près de la direction. C'était un actionnaire qui était en bas de 1 du bloc d'actions qui était émise. Donc, on ne peut pas dire qu'il contrôlait la compagnie ou qu'il avait une position au-delà d'un petit actionnaire. C'était pas un gros joueur? Non. Non. Dans les faits, là, il était nombreux. Il était au-dessus de 3000. Il était à peu près à son niveau, là, comme nombre d'actions et tout, là. Donc, c'était un actionnaire parmi tant d'autres. Exactement. Quand j'ai parlé avec Jacques Rancourt, il nous disait, Marcel Pontbriand, s'il détenait à peu près 1 des actions, c'était un actionnaire comme tant d'autres. Rancourt, c'est un des 3 frères Rancourt. Les 2 frères Rancourt dirigeaient. Le nombre et le volume et le pourcentage, je peux pas répondre. J'ai aucune idée. Mais par contre, moi, je me considérais un actionnaire important parce que depuis, je dirais, depuis l'an 2000, aller à l'an 2000, fin 2007, il n'y a rien que je n'ai pas fait pour aider Newtek. Est-ce que Marcel Pontbriand est quelqu'un qui a travaillé fort pour la survie et la sauvegarde de Newtek? Ça, disons que s'il avait respecté ce qu'il disait qu'il ferait, on pourrait affirmer qu'il a travaillé fort, mais à mon époque, il faisait miroiter qu'il investirait et qu'il serait là pour aider la compagnie. Il n'a pas complété ses engagements à l'époque que j'étais là. Par la suite, dans les années qui ont suivi, il a amené la direction à signer des ententes de vente du contrôle de la compagnie. Et ça s'est rendu devant les documents légaux, devant les avocats, les institutions concernées. Et finalement, il n'y a rien qui est arrivé. La question des actions. Les actions des actions. Vous avez plaidé coupable à l'AMF pour mauvaise pratique financière. Vous aviez vendu des actions alors que vous n'aviez pas de permis pour le faire, puis il n'y avait pas de prospectus. Mais cet argent, quand vous vendiez des actions, il allait où cet argent? À Newtek. Quand on parle d'argent Rancourt, il nous dit on n'a jamais eu d'argent de Marcel Pontbriand qui a été dans Newtek. Pardon? Jacques Rancourt nous a dit ça. Pardon? Vous avez vu ça ou les preuves? C'est ce que lui affirme à la caméra. Ce que M. Rancourt affirme et ce que vous avez vu en preuve, c'est quoi la différence? M. Rancourt nous dit, si vous les sommes que Marcel... Vous ne répondez pas à ma question. Ben moi, je réponds à la vôtre, ouais, mais répondez à la mienne. Mon travail à moi, c'est de poser des questions, pas d'y répondre, alors c'est un peu normal. Mais vous avez vu les preuves que l'argent, les chèques qui ont été faits en Newtek, vous les avez vus? C'est des gens qui ont acheté des actions. Mais vous, quand vous avez, par exemple, vendu des actions, l'argent que vous receviez quand vous vendiez des actions, ça n'allait pas à Newtek, ça allait dans vos poches. Non, ça allait à Newtek. L'argent était fait à ma compagnie et moi, je faisais un chèque à Newtek. Oui. Prouvable. Donc, encore une fois, Jacques Rancourt, c'est une autre personne qui ne dit pas la vérité. Il y en a beaucoup quand on fait le décompte autour de vous, M. Pontbriand. Vous ne pensez pas qu'il aurait dû à dire au complet tant qu'à dire une partie? Est-ce que Jacques Rancourt vous a dit qu'il m'avait vendu des actions à 20 $? Tout ce qu'on a investi, cette valeur qu'il ne nous reste plus rien, puis que toute la misère, faire vivre à du monde comme que nous autres, on a vécu, faire vivre à du monde, là, des vies là, qui sont changées à jamais. Là. La vie là, est changée. Là. On ne peut plus avoir la vie, le rythme de vie, les objectifs qu'on avait, c'est fini. Là. Notre vie est, entre guillemets, scrappée. Là. On a un couple qui a perdu 300 000 $ dans Newtek. Vous leur avez vendu ces actions-là. Lesquelles Newtek? Des actions de groupe Newtek et de Newtek Break. Ils ont investi dans cet argent des actions que vous leur avez vendues. Et des actions, entre autres, qu'eux ont payé 20 $ et que vous avez payé 1 $. Bien, si c'est groupe Newtek International,
J'ai payé 1 $, j'ai payé 3,75 $, j'ai payé 5 $, j'ai payé 10 $ et je n'ai payé à 20 $. C'est ça, Break, Newtek Break International. Votre prétention, c'est que vous avez perdu autour de 5 millions de dollars dans Newtek. Approximatif. Plein de gens nous racontent que vous leur avez vendu des actions, 20 $, 30 $. Un homme nous a parlé de 50 $. Des actions que vous avez payées entre 1 $. 50 $. Oui, pareil. J'aimerais avoir les preuves de ça. J'aimerais avoir les preuves de ça. On a des témoignages de gens qui nous disent qu'ils ont payé 20 $. Des preuves de ça par écrit. Donc, quand les gens nous disent ça, on les a payés 20 $, c'est écrit sur leur... J'aimerais avoir les preuves de ça. J'en ai vendu à 20 $, j'en ai vendu à 30 $, oui. Oui, j'en ai vendu à 20 et à 30. Mais même celle à 20 et à 30 50 $, j'aimerais avoir les preuves vous de les ça. pas vendues, vous dites. Mais mettons à 20 et à 30 $, les actions que vous vendez, vous avez payé 1 $. Est-ce que la seule personne qui fait de l'argent dans Newtek, au bout du compte, c'est pas Marcel Pontbriand? Non, c'est parce que vous m'avez pas bien écouté ou je suis mal exprimé les deux. Là. J'ai dit tantôt, je n'avais payé 1 $, 3,50 $. Je n'avais payé 5 $, je n'avais payé à 10 $, puis je n'avais payé à 20 $. Fait que dans la moyenne, je ne sais pas comment j'ai payé. Et deuxièmement, je n'ai pas vendu d'actions. J'ai vendu quelques actions, oui. Mais à 90 %, je n'étais même pas dans mes bureaux pour les ventes d'actions se faisaient. C'est quand même vos actions, M. Pontbriand. Les actions étaient détenues C'est quelqu'un d'autre qui les vend à votre nom, mais c'est vos actions à vous, M. Pontbriand. Vous ne pouvez pas dire que vous ne prendre pas les actions quand votre nom est écrit sur l'action que vous avez vendue à quelqu'un. Même si mon nom est écrit là-dessus, là. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré ce monde-là. C'est vos actions à vous qui sont vendues. Comment il y a une autre personne qui les vend pour vous, je veux bien? Bon, là, vous les vendez, ces actions-là. Là, l'argent va dans vos poches à vous, il ne va pas dans la poche de cette personne-là qui sert d'intermédiaire. Ben, elle va dans la compagnie, puis la compagnie, elle était transférée dans l'autre compagnie qui est Newtek. Il disait qu'il y avait des associés qui détenaient des actions de Newtek. Puis qu'il aimerait ça, à un moment donné, que je leur donne des explications. C'était technique, donc il voulait que le monde comprenne. Et à tout bout de champ, ben, c'était de passer le message à qui veut l'entendre que, tu sais, Newtek, ça vaut beaucoup d'argent. Puis là, j'avais dit à Marcel, regarde, là, techniquement, là, je peux pas dire la valeur de l'action d'une compagnie comme Newtek, parce qu'elle n'est pas listée. Essaye pas de me faire dire que ça vaut ci, ça vaut 30$, ça vaut 100$. C'était au genre de conneries-là. Jacques Rancourt dit, souvent quand j'étais avec Marcel Pontbriand, il me demandait de dire devant les gens, dis que je suis un actionnaire important. Est-ce que je suis un actionnaire important de Newtek? Je suis jamais dit ça. Jacques, j'aimerais ça que tu dises à mon chum ou à mon associé que, bon, est-ce que tu considères que je suis un actionnaire important dans la compagnie? Je disais, oui, Marcel, et effectivement, Marcel, c'est un actionnaire important. Mais bon, je voyais ça un peu comme un trip d'ego, là. Comme je te faisais mention tantôt, c'est le complexe de Napoléon là, qui veut montrer qu'il est bien important. Donc, il y avait cette attitude de vouloir montrer aux gens autour de lui qu'il était un actionnaire important. Oui, c'est ça. Je trouvais ça particulier. Il avait l'impression que vous vouliez devant les gens qui disent que vous étiez un actionnaire important et que vous disiez que les actions de Newtek valent de l'argent pour que vous puissiez éventuellement les vendre cher, ces actions-là. Vous répondez quoi à ça? J'ai vu Jacques Rancourt à côté de moi 2 fois dans ma vie. La première fois, c'est quand il est venu m'offrir des actions parce que Newtek avait eu une amende de 1 million de Lucien Pichereau de l'histoire de Magatera. Et la deuxième fois que j'ai vu Jacques Rancourt, j'étais avec Lynn Vagnalco à Québec que Jacques Rancourt il a fait son show-off, qui a défini toute la brique Newtek. Donc, on a une autre personne, encore une fois, dont le témoignage est peu fiable, c'est ça? Ben, regarde, j'aimerais bien qu'il me donne les preuves de ça, moi. Parce que je l'ai vu 2 fois dans ma vie, ce gars-là. Jacques Rancourt affirme qu'il n'a personnellement jamais vendu d'actions à 20 $ à Marcel Pontbriand, comme il l'a affirmé dans l'entrevue. M. Rancourt explique qu'il avait contracté une dette personnelle auprès de Pontbriand et qu'il a dû lui céder ses actions pour la régler. Au retour. Je suis très heureux de voir que tu essayes à me faire une face, à dire que M. Pontbriand, tu dis que tout le monde au Québec est menteur puis que tout est vrai. C'est pas ça que je dis. Mais toi, tu essayes de me faire salir encore plus. Bon, ben je te remercie, mon homme. On est de retour avec Marcel Pontbriand. M. Pontbriand, visiblement, vous n'êtes pas content quand Non, je suis très heureux de voir que tu essayes à me faire une face, à dire que M. Pontbriand, tu dis que tout le monde au Québec est menteur puis que tout est vrai. C'est pas ça que je dis. Mais toi, tu essayes de me faire salir encore plus. Bon, ben je te remercie, mon homme. Pas de trouble.
Les preuves que je t'ai données, ça vaut 0? Parfait. Mes avocats vont se rendre avec le reste. Pas de problème avec ça. Quand, par exemple, M. Pontbriand, là, on a plusieurs personnes qui nous disent une chose, là, on vous pose la question à vous. Vous vous expliquez sur cette question-là. Vous expliquez très bien, d'ailleurs. Vous répondez aux questions. Oui, en voulant me faire passer pour un menteur. T'as essayé de me faire dire que tout le monde... ben là, M. Rancourt, il dit... M. Rancourt, il dit qu'il est menteur. Mais là, vous êtes après à dire que M. Rancourt ne compte pas la vérité. Mais là, vous êtes après à dire que M. Bilodeau n'a pas compté la vérité. Hein? Puis des preuves que je t'ai données, ça vaut 0, ça? Ben, regarde, il n'y a pas de problème avec ça, mon homme. Regarde, les avocats vont s'en aller avec ça. C'est tout. Vous, M. Pontbriand, comment vous vivez maintenant? Ça doit pas être facile quand même pour vous d'être parti comme ça pendant quelques années. Il y a eu ces menaces de la mafia-là qui ont été confirmées par M. Demers, qui dit qu'il avait vendu, qui est allé voir Joe DiMalo pour se faire rembourser un investissement dans Newtek parce qu'il n'était pas content. Mais que je réponds que ça voudrait, tu vas croire Demers? Je pose la question à vous, M. Pontbriand. Oui, mais tu dois croire Demers, il l'a annoncé à l'atelier. Il a dit qu'il est allé voir la mafia, c'est vrai, donc. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Et vous, comment vous vivez avec ça? Ben, je vis avec ça que je fais tout protéger mes enfants, puis c'est tout. Puis le reste du temps, je vis avec les avocats pour les allégations qui ont été portées contre moi. Parmi les 14, les mandats de la DPJ visaient 14 enfants. Il y en a 12 qui sont revenus. Les 2 qui restent, bien sûr, ce sont vos enfants. Bien sûr. Comment vous organisez avec vos enfants dans ces conditions-là, en vous promenant un peu? Non. J'ai engagé une madame américaine qui, quand je suis parti à l'extérieur pour X raisons, que je suis pas obligé d'énoncer, elle s'occupe qu'ils fassent l'école puis qu'ils reviennent à la maison. Puis les fins de semaine, ils viennent me rejoindre. Et dans les périodes de vacances, je les ai toujours avec moi. C'est quoi votre but maintenant dans la vie, M. Pontbriand? Vous voulez revenir au Québec éventuellement? Je vais finir par à payer mes avocats pour poursuivre les allégations qui étaient dites contre moi et de régler ma situation. Et oui, retourner au Québec. C'est pas ma vie, c'est ça. C'est pas ma vie. Là, j'espère que tu penses pas que c'est démontré. Hein? C'est intéressant. Très intéressant. Mais ce qu'il y a de bon, c'est que TVA a tout passé, tout ce qu'il pouvait, de n'importe quelle menterie, de n'importe quel bord, de n'importe quel côté, sans avoir une vérification et des preuves à l'appui. Moi, j'arrive avec des preuves à l'appui et des justifications, puis on essaye de me faire passer pour un menteur. À dire... On dit pas que vous êtes un menteur. Non, mais tu essayes de me faire dire que les autres sont menteurs. C'est ça que tu essayé de me faire dire. Mais avouez quand même, M. Pontbriand, quand ça fait 4-5 sujets de personnes qui parlent, que vous dites toujours, c'est pas vrai, ça fait plusieurs qui s'accumulent à un moment donné. Un instant, parce qu'il y a du monde qui ont peut-être essayé de vous rejoindre pour vous donner la vérité et vous les avez refusés. Garde bien. Je peux vous dire que moi, personnellement, là, j'en ai fait plusieurs entrevues. On a refusé de parler à personne. Et en fait, on a donné la voix à tout le monde. Ah oui? C'est bon. Est-ce que vous avez fait une entrevue avec M. Charbonneau, qui est le père des enfants? Moi, je me rappelle qu'il vous a appelé, puis il vous a tout conté son histoire, puis j'ai jamais vu passer ça à JE. C'est pas ça une nouvelle, monsieur, quand on a parlé avec les gens. M. Charbonneau, non. Mais sans rentrer dans le détail, là, vous, M. Pontbriand, ce que vous me dites, dans le fond, c'est que votre objectif maintenant, c'est d'essayer de revenir au Québec puis de reprendre une vie plus normale? Mon objectif, c'est de commencer par régler les histoires d'allégations qu'il y a eu à mon égard. Puis les gens qui sont aux États-Unis, là, qui sont partis, les Québécois qui vivent là-bas, j'ai aucune idée. Est-ce qu'ils vont revenir ici ou ils vont rester? Parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont inquiètes, là, vous le savez. J'ai aucune idée. Aucune idée. Je sais pas. Je les vois pas. Je sais pas. Je peux pas répondre. Quand bien même que je voudrais répondre, je sais pas. Je vais finir là-dessus, mais de ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que vous avez l'impression que vous êtes victime des médias puis que les gens vous traitent pas équitablement, c'est ça? La vérité n'a jamais été sortie. Moi, je vous la sors puis vous la créez pas. Ça, je suis sûr. Ça, je suis sûr. Et j'en suis convaincu. M. Pontbriand, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci de notre vie. Plaisir. Marcel Pontbriand doit se présenter en cour en avril pour connaître sa sentence dans le dossier de Newtek. Il a déjà plaidé coupable à une vingtaine de chefs d'accusation portés contre lui par l'Autorité des marchés financiers pour avoir, entre autres, exercé illégalement la profession de courtier en valeurs mobilières et d'avoir fait tout ça sans prospectus.
En septembre dernier, M. Pontbriand a plaidé coupable à ces accusations-là. Et en avril 2013, donc dans quelques mois, ce seront les représentations sur sentence. Est-ce qu'il doit se présenter à ce moment-là? Bien, écoutez, M. Pontbriand, jusqu'à maintenant, ne s'est jamais présenté en cours. Tout s'est fait par l'entremise de son avocat. Est-ce qu'il se présentera en avril prochain? On peut se permettre d'en douter, mais ce n'est pas exclu. Quelles sont les procédures à partir du moment où il y a des amendes à payer et qui ne se trouvent pas au Canada? Alors, l'Autorité des marchés financiers, à partir du moment où il y a une amende à récolter, n'est pas l'organisme qui est en charge de la récolte de cette amende-là. Comme pour tous les organismes, d'ailleurs, que ce soit les policiers ou tout ça, ces institutions-là qui ont des amendes, ce ne sont pas ces organismes-là qui s'occupent de ça, c'est le percepteur des amendes, donc qui est rattaché au gouvernement du Québec, qui a la charge, la responsabilité de s'occuper de ce dossier-là. Alors, en avril prochain, lorsque la sentence sera connue, l'amende sera connue, ce dossier-là sera pris en charge par le percepteur des amendes. Certains des investisseurs qui ont perdu de l'argent dans Newtek ont dit à JE qu'ils espèrent encore que l'entreprise émerge de la tourmente. Et ce qui alimente cet espoir, bien, c'est le fait que très peu d'informations a coulé depuis la fermeture de Newtek. Bien, Jacques Rancourt est clair là-dessus. Il n'y a selon lui aucun espoir que l'entreprise renaisse de ses cendres. Il y a encore des gens qui espèrent que ça va revivre. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Mes frères étaient en train de virer fou, là. À un moment donné, t'as beau te lever le matin et d'essayer de trouver une solution. Et je vous dirais que Marcel a peut-être été le dernier à essayer de créer de l'espoir. Puis lorsque, c'est le vieux principe, la personne se noie, puis t'es prêt à t'accrocher à tout ce qui flotte. Puis Marcel a joué cet accord-là avec mes frères, je pense, d'une façon intensive. Le projet de recours collectif contre les anciens dirigeants de Newtek, piloté par Marcel Pontbriand, semble en voie de tomber à l'eau. En novembre dernier, Marjolaine Charpentier, une collaboratrice de longue date de l'homme d'affaires, a fait parvenir un courriel aux anciens investisseurs de Newtek. Et le message affirme que Pontbriand s'apprête à intenter un recours collectif contre les frères Yvon et Claude Rancourt. Il estime notamment qu'il est impératif de démasquer les vrais coupables car l'Autorité des marchés financiers n'a pas bien fait son travail. Marjolaine Charpentier confirme à JE qu'à peine 20 personnes ont répondu au courrier. Par ailleurs, Jacques Rancourt soutient que de toute façon, ses frères sont sortis lavés de l'aventure Newtek. De penser qu'ils sortent de là enrichis, là, en fait, c'est des gens démolis. C'est des gens qui ont tout perdu, puis c'est toute l'énergie qui a été mise autour de ce projet-là, puis qui s'écroule. Puis ce qui les blesse d'autant plus, c'est si ça s'avère vrai, l'histoire autour de Marcel Pontbriand, bien, les sommes d'argent qu'il peut avoir empochées, s'il aurait rentré dans la compagnie, bien, c'est la différence entre une compagnie qui est fermée et une compagnie qui est un succès. Deux choses en terminant. D'abord, Patrick Charbonneau, auquel Marcel Pontbriand fait référence, est l'un des parents dont les enfants ont été rapatriés par la DPJ. Nous lui avions parlé plusieurs fois au téléphone, notamment au moment de l'opération rapatriement. Pour le reportage, nous avions choisi de diffuser le témoignage d'un autre parent, Victor Poiré, parce que c'est lui qui avait ramené les 12 enfants au Canada. Et puis, 2 mois après le rapatriement au Québec de 10 enfants de proches de Marcel Pontbriand par la Direction de la protection de la jeunesse, eh bien, aucun des parents n'a demandé à retrouver la garde des petits, une situation extrêmement rare selon la DPJ. Et voilà, c'est tout pour JE cette semaine. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, JE vendredi, 19h.